Lundi 2 mars 2026, Yves Le Pestipon présentait à la librairie Ombre Blanche un classique au détail autour de Saint-Réal et de son chef-d'œuvre Don Carlos, petit-fils de Charles Quint qui inspira l'opéra de Verdi. Il s'attardait plus précisément au début de l'œuvre jusqu'à la phrase « Les ruina pour toujours ». Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue pour cette énième rencontre des classiques au détail où chaque fois on essaie pendant une heure et quart environ de réfléchir un peu sur un texte ancien, français, du XVIIe, XVIe, XVIIIe siècle. Une perspective presque un peu scolaire, des classiques de ce point de vue-là, puisque en principe c'est des auteurs quelque part qu'on aurait pu, qu'on devrait, qu'on pourrait rencontrer dans les classes, ce sens de classique. Et avec celui qu'on va regarder aujourd'hui, généralement, on l'a assez peu rencontré dans les classes, même s'il a un très joli nom, puisque Saint-Réal, c'est difficile de trouver un nom plus joli que Saint-Réal, que presque inévitablement, en tout cas si on fait un minimum d'études un peu de lettres, on a rencontré son nom, mais j'entends très bien qui c'était, parce que dans un roman parmi les plus connus de la littérature française, qui s'appelle Le Rouge et le Noir, au début du chapitre 13, il y a une épigraphe et il y a écrit un roman. C'est un miroir que l'on promène le long des chemins, signé Saint-Réal. Donc Stendhal met cette citation et à l'intérieur du chapitre 13 de la partie 1 du Rouge et le Noir, il y a un petit dialogue autour de cette phrase que Stendhal attribue à ce personnage qui s'appelle Saint-Réal. Et c'est une des phrases les plus célèbres pour définir le roman. Le roman est un miroir que l'on promène le long des chemins. On a fait pas mal de dissertations sur ce genre de sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et donc cette phrase est très célèbre, elle est restée, elle est vraiment là dans ce roman qui a pour épigraphe principale la vérité. La vérité. Mais évidemment, la citation de Saint-Réal n'existe pas. Stendhal est un menteur, évidemment. Il invente cette citation. Voilà, on va revenir dessus. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle Saint-Réal est vaguement connu, ou en fait en général inconnu, c'est que pas mal de gens écoutent de la musique. Pas mal de gens, parmi les gens qui écoutent la musique, écoutent de l'opéra. Et parmi les gens qui écoutent de l'opéra, beaucoup de gens, là, tous les gens qui écoutent de l'opéra écoutent un jour Verdi. Et puis, ils ont entendu parfois l'opéra de Verdi qui s'appelle Don Carlos. Et il se trouve que Saint-Réal a écrit un livre qui s'appelle Don Carlos, et que c'est une source fondamentale pour Verdi au XIXe siècle. Et donc, ce personnage est à la fois inconnu, un beau nom. Il est connu parce qu'il apparaît dans Stendhal, mais on va voir, c'est un fake. Vous savez, bon, il y a beaucoup de fake dans la littérature française, et dans la littérature anglaise et espagnole aussi, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y a effectivement un opéra extrêmement célèbre, tellement célèbre que, voilà, le troisième acte en particulier est particulièrement merveilleux. Mais on oublie de se dire que derrière tout ça, il y a effectivement un romancier français du XVIIe siècle qui a un rapport avec Stendhal. Outre le fait que le nom de Saint-Réal apparaît dans Le Rouge et le Noir dans une partie très importante, mais il se trouve que Saint-Réal et Stendhal sont des Savoyards. Stendhal est un polytechnicien de Grenoble et Saint-Réal n'a pas pu être polytechnicien parce que vous comprenez pourquoi, mais lui il est de Chambéry. Donc on est un peu dans la même zone et donc c'est des gens qui sont certes des Français mais surtout des Savoyards. Et au XVIIe siècle, la Savoie ne fait pas autant partie de la France que maintenant aujourd'hui. Voilà. Et donc c'était un étranger, ce qui lui a valu de se faire couper les fonds par Louvois qui quand même n'allait pas subventionner des étrangers. Et on sait bien parfois que c'est toujours un peu comme ça. Et donc c'était un étranger, quoiqu'il ait essentiellement parlé en français. Alors ce Saint-Réal, effectivement, en fait, c'est son énième nom, parce qu'en réalité, il s'appelle autrement que Saint-Réal. Alors je vais dire son nom un peu compliqué, parce que c'est un nom un peu terrible. Heureusement, il a choisi uniquement le dernier parti. Bon, son papa s'appelait Balthazar Vichard de Saint-Réal, et lui, César Vichard de Saint-Réal. Alors Vichard de Saint-Réal, c'est pas terrible. Et donc, comme il est devenu abbé, il s'est fait appeler Monsieur l'abbé de Saint-Réal, c'est qui est beaucoup mieux, et qui plaisait à Stendhal, parce que vous savez que Réal, ça veut dire royal, Montréal, etc. Mais en anglais, Réal, évidemment, ça veut dire réel, et donc c'est le Saint réel, quelque part pour Stendhal. Et donc c'est une espèce de jeu de mots que Stendhal fait, tout en mentant, bien entendu, mais Stendhal lui-même ne s'appelle pas Stendhal, en attribuant une citation qui n'existe pas et qui dit la vérité. Un roman est un miroir que l'on promène le long du chemin, qu'il attribue à un faux auteur. Pascal Quignard, qui invente beaucoup de citations, a beaucoup de prédécesseurs, mais plus rigolos que lui, et en particulier Stendhal. Alors qui est ce personnage? Ce personnage est vraiment un contemporain de l'époque de Louis XIV. Il est né, il a vécu à peu près au même moment. Saint-Réal, né en 1643. Louis XIV est déjà né, il ne s'appelle pas encore Louis XIV, mais il est déjà né. Et puis il va mourir au même moment à peu près que La Fontaine, en 1692. Donc c'est un type qui ne devient pas très vieux. Il a atteint 49 ans, ce qui à l'époque non plus n'est pas extraordinaire. La Fontaine devient beaucoup plus
vieux. Fontenelle atteindra, je crois, 102 ou 103 ans. Et c'est un auteur qui n'aura pas une très bonne santé, d'ailleurs, et qui mourra relativement jeune. Sa vie, quelque part, n'est pas extraordinaire. C'est la vie d'un type un peu raté. Alors, il naît dans une famille de Chambéry, dans cette zone, très belle pour nous. Mais bon, à l'époque, Jean-Jacques Rousseau ne s'était pas baladé dans les Alpes. On ne savait pas à ce point que c'était beau. Voilà. Les Alpes sont pensées comme sauvages. Et en gros, c'est des zones assez peu fréquentables, d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne va pas se vanter d'être de Chambéry, comme on le ferait éventuellement aujourd'hui. Donc, il naît à Chambéry, dans une famille de juristes, anobli récemment. Vous savez que le fait d'être juriste permet d'avoir à l'époque un titre nobiliaire. Donc il y a un peu d'argent, mais il n'y a pas une fortune considérable. Et il n'a pas beaucoup de chance parce qu'ils sont plusieurs frères et sœurs dans cette famille. Et donc il va falloir partager l'héritage entre plusieurs. Il n'est pas l'aîné. Quand on n'est pas l'aîné au XVIIe siècle, dans une famille qui est pas très riche, quoique riche, la meilleure solution c'est de devenir abbé. Et donc on va l'envoyer se transformer en abbé. Et donc il va effectivement se tonsurer et il va porter l'essentiel de sa vie, la soutane. Ça ne va pas l'empêcher de s'intéresser par-ci par-là aux femmes, d'ailleurs aux hommes aussi. Un de ses amis qui est un grand libertin, qui s'appelle Brienne, qui est un ami de La Fontaine par ailleurs, l'appelait le faune bien disant. Faune, pas comme le téléphone, F-A-U-N, voilà. Donc il parlait bien, voilà, il était séduisant et il était assez actif sur différents plans. Donc c'était un abbé, dire type abbé de cour, pas très militant, bien qu'il ait écrit une vie de Jésus-Christ. Mais sa vie de Jésus-Christ est intéressante, il y en a eu d'autres, Daniel Robbs, plus tard au 19e siècle, Renan et tout bien d'autres. Mais il parle de la vie de Jésus-Christ sans mentionner le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui, pour un catholique et un curé, c'est pas terrible. Voilà. Donc il essaie de faire déjà de l'histoire sur le Christ, de le regarder comme un personnage humain. Donc il essaie de reconstituer ce que plus tard fera Renan au XIXe siècle, c'est-à-dire essayons de mettre entre parenthèses la question théologique sur Jésus, essayons de voir ce que l'histoire nous apprend de Jésus. Et donc c'est un premier livre d'une longue tradition. Et donc on va dire que c'est pas un livre très catholique en réalité, même si c'est quand même un livre qui parle évidemment de la vie de Jésus. Ce qui intéresse effectivement Céréales, c'est l'histoire, essentiellement. Alors, l'histoire, pour nous, c'est une science. C'est-à-dire que, tout à l'heure, avec mon amie Brigitte Quillot, on était en réunion à l'Académie avec quelques historiens, c'est-à-dire des gens qui travaillent très précisément sur des textes anciens, sur des documents, qui les critiquent et qui ne se prétendent pas comme relevant essentiellement des belles lettres. Au XVIIe siècle, et surtout avant, l'histoire fait partie de cette espèce d'ensemble assez considérable qui sont les belles lettres. Et au fond, être historien, c'est dire des choses plus ou moins vraies sur le passé, mais des choses surtout qui sont belles, qui sont bien écrites, qui sont bien dites. Voilà la grande idée. Alors on connaît toujours cette tendance d'historiens qui écrivent des choses assez belles et qui ne sont pas nécessairement absolument vraies. Et puis inversement, on connaît beaucoup d'historiens universitaires qui essaient d'écrire de manière aussi précise que possible, avec des notes de bas de page, en ne commentant pas d'erreurs, en proposant de nouvelles interprétations, mais qui ne prétendent absolument pas à écrire des beaux textes, mais qui essaient de proposer des choses aussi vraies que possible. Alors cette séparation entre histoire, littéraire, on raconte des histoires de manière extrêmement belle, éventuellement, parfois mythologique, voilà, peu importe. Dans le monde occidental, il y a déjà eu un premier débat sur ces questions à l'époque romaine, Tite-Live, Tacite et bien d'autres. Elle s'opère autour du XVIIe siècle. Il y a un certain nombre de gens qui se disent, il y a quelque chose à faire en histoire qui consisterait à essayer de rendre l'histoire plus vraie et cependant à maintenir cette autre exigence, la beauté. Voilà. Et il va y avoir un certain nombre d'historiens très importants au XVIIe siècle qui souvent vont être des religieux, des bénédictins ou autres, qui vont se pencher sur les manuscrits, qui vont essayer de donner plus de vérité aux histoires que l'on racontait avant, plus ou moins mythologiques, et qui vont cependant essayer d'écrire assez bien. En particulier, un certain personnage qui s'appelle Eugène Varillas, que va rencontrer Saint-Réal dans sa jeunesse, qui va vivre d'ailleurs plus longtemps que lui, parce que lui, comme c'est un moine, il va vivre jusqu'à 100 ans à peu près, voilà, et tandis que Saint-Réal, la vie est un peu plus difficile, on meurt plus vite, voilà. C'est un certain nombre de gens, et il y en a beaucoup au XVIIe siècle, qui vont s'intéresser à l'histoire pour essayer d'approcher d'une nouvelle idée de l'histoire qui serait un peu débarrassée des mythes, des illusions, etc., mais qui cependant resterait quelque peu belle, véritablement. Ce qui va intéresser effectivement Saint-Réal, c'est d'écrire de l'histoire, d'abord, d'écrire de l'histoire, mais pas d'écrire de l'histoire pour écrire de l'histoire uniquement, mais pour en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose, et peut-être ce que nous appelons la littérature, c'est-à-dire écrire quelque chose qui soit délectable, mais aussi qui donne à réfléchir sur l'humanité. Et donc, le premier texte que publie Saint-Réal, après un petit éloge de Louis XIV, il fallait bien écrire un petit éloge de Louis XIV, comme tout le monde, parce que si on ne fait pas, les sous n'arrivent pas. Ça s'appelle « De l'usage de l'histoire ». Donc, de l'usage de l'histoire, c'est un petit traité dans lequel il réfléchit
à la fois la manière de faire de l'histoire, ce que les historiens n'arrêtent pas de faire. Toujours encore aujourd'hui, les historiens se demandent comment écrit-on l'histoire. Il y a Henri Hérédé-Marou qui a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire ». Mais plein d'autres historiens réfléchissent sur ce qu'on appelle l'épistémologie de l'histoire, parce que c'est pas évident du tout de savoir comment écrire l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Mais la question de Saint-Réal, c'est pas simplement comment on écrit l'histoire, mais quel usage on va avoir de l'histoire. À quoi ça sert d'écrire de l'histoire, à la fois pour se divertir, pour se délecter, mais pour méditer sur le temps passé. Et par exemple, certains disent aujourd'hui, eh bien, si on connaît bien l'histoire, je ne sais pas, des guerres passées, on va éviter de faire des guerres. Ça marche pas, mais bon, on peut en discuter. Hein, voilà, ça marche pas. Voilà. Mais peut-être que ça marche. Enfin, voilà, on ne sait pas. En tout cas, c'est un usage politique, moral, et éventuellement religieux de l'histoire, qui n'intéresse pas l'historien en tant qu'il est historien, mais qui est vraiment un débat fondamental dans la société, parce que si on paie des historiens, si on lit des livres d'histoire, si on fait des films d'histoire, maintenant des vidéos d'histoire, peu importe, ça peut être dans cette idée que l'usage de l'histoire, c'est de transformer l'humanité, de la rendre plus morale ou moins morale, en fait ce qu'on veut. Mais aussi éventuellement de se délecter, de se trouver du plaisir. Quand j'étais gamin et que je regardais Alain Decaux et Alain Castello à la télévision, ce qui me plaisait, c'est pas l'usage moral de l'histoire, j'en faisais complètement, mais c'était le fait qu'il parlait bien, qu'il racontait des histoires passionnantes, délectables, merveilleuses, etc. Il se trouvait qu'elles étaient plus ou moins vraies en général, mais surtout elles étaient intéressantes, elles étaient agréables. Et donc l'usage de l'histoire, il y en a beaucoup, et c'est un ensemble de questions que se posent nécessairement les historiens, non pas quand ils font l'histoire, mais quand ils vont présenter leur livre, véritablement. Par exemple, Didier Foucault avec Quionnet, tout à l'heure on discutait un petit peu, c'est un spécialiste de l'histoire de Vanini, donc un personnage libertin exécuté à Toulouse. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Est-ce qu'on va simplement la reconstituer, ou est-ce qu'on en tire éventuellement des leçons, par exemple sur l'intolérance, des choses comme ça? Pourquoi pas? Saint-Réal se pose des questions là-dessus, après avoir rencontré dans sa jeunesse l'homme qui s'occupait de la bibliothèque royale, c'est-à-dire ce qui avait été récupéré par Richelieu et quelques autres, et qui s'appelait Eugène Varillas, qui est un peu plus âgé que lui, qui a une vingtaine d'années que lui, qui le forme à faire de l'histoire. Et donc, à partir de là, il va se dire, je peux faire moi aussi ce travail d'historien. Il va le faire, par exemple, à propos de la vie de Jésus-Christ. Mais d'abord, peut-être, je peux utiliser l'histoire pour écrire quelque chose qui serait en partie une fiction. Et ça sera donc en 1672 la publication, en effet, de ce livre, très bref, et il faut insister sur sa brièveté, qui s'appelle Don Carlos. Alors, Don Carlos, c'est un roman assez bref. Alors, il y a quelques notes de bas de page, voilà, que mon ami Laurence Plasnet a annoté, qui est une spécialiste de Port-Royal. Et donc, c'est un roman court, c'est-à-dire de 200 pages en cette édition, même un peu moins si on supprime les notes de bas de page, et puis les commentaires, d'ailleurs très bien, que fait Laurence Plasnet. Donc, un roman court. Alors, un roman court, c'est assez nouveau au XVIIe siècle, parce que ce qu'on aimait a priori, c'était les romans longs. Les romans, mais pas longs, très longs. Très longs. Alors, certains peut-être ont eu entre les mains, on ne peut pas les avoir entre les mains, il faut sortir sa caisse et sa brouette, l'Astrée d'Honoré d'Urfé, ou la Clélie, les romans des dames, enfin voilà. Et donc, il y a une mode très considérable au XVIIe siècle, dans la première moitié du XVIIe siècle, de romans très considérablement longs, c'est-à-dire des milliers de pages, des suites, des séries, on dirait, pour employer le mot moderne. Et donc le public demande des histoires complètement absurdes du point de vue de la vraisemblance en général, mais qui prennent, comme maintenant on peut être pris par des séries, la fois d'après, ça continue comme ça. C'est un peu ennuyeux peut-être, mais sur le moment, c'est des choses qui ont énormément plu. Et donc effectivement, un certain nombre de romans, et en particulier de romancières, publient des romans qui font des milliers et des milliers de pages. Et ces romans qui font des milliers et des milliers de pages, ils sont aussi extrêmement peu soucieux de la vérité, de la vraisemblance. Alors, la vraisemblance, c'est pas la vérité. La vraisemblance, on peut croire que c'est vrai. Et la vérité, bon, d'accord, c'est vrai, ça se fonde. Si on lit l'Astrée d'Honoré d'Urfé, par exemple, il y a des bergers qui se baladent, qui dialoguent avec des bergères. De temps en temps, ils se noient, de temps en temps, ils ressuscitent. Il y a des divinités qui apparaissent, etc. Donc, c'est pas très vraisemblable tout ça. Et on sait bien, si on passe du côté de la bâtie d'Urfé, c'est-à-dire maintenant, je crois que c'est dans le 42, bon, les types, ils sentaient plutôt le fumier, etc. Enfin, oui, c'était des bergers, voilà. Ils n'étaient pas essentiellement occupés, les bergers de l'époque, pas plus que ceux d'aujourd'hui, de faire la cour aux belles qui sont là, et puis vice-versa, et à échanger des longs discours. Donc on savait bien que c'était ni vraisemblable ni vrai, mais c'était intéressant, c'était agréable, c'était délicieux. Ce type de roman se heurte absolument à un autre type de roman dont Saint-Réal va être un des initiateurs, et un des exemples les plus célèbres évidemment de ce type de roman, c'est très légèrement plus tard, quelques années plus tard, c'est le roman que n'aimait pas Nicolas Sarkozy, en tout cas qu'il ne conseillait pas aux gens de lire pour passer le concours de la Poste, vous vous souvenez, c'est-à-dire La Princesse de Clèves. Bon, La Princesse de Clèves, c'est
court à peu près cette longueur-là, un peu plus long, et c'est pas du tout un roman à épisodes. Et par ailleurs, évidemment, c'est aussi un roman qui est un peu vraisemblable, parce que ça se passe à un moment de l'histoire de France. Il y a des personnages qui sont, on va dire, possibles. Il y a une dame qui se refuse au duc de Nemours, qu'elle aime et qu'il aime. Et voilà, il y a quelques problèmes avec son mari. Voilà, divers et variés. Mais tout ceci n'a rien d'invraisemblable. Il n'y a pas de dieux qui apparaissent, il n'y a pas d'anges, il n'y a pas de scènes monstrueuses, etc. Il y a des types de vêtements, etc., que nous ne connaissons pas, tout le langage qui n'est pas le nôtre, très bien, mais qui est tout à fait possible au XVIIe siècle, et on voit bien qu'effectivement, on peut très bien adhérer à la possibilité que cette histoire ait été réelle. Et d'ailleurs, une partie de cette histoire, par exemple la mort de Henri II, qui est rapportée dedans, est réelle, véritablement réelle. Très bien. Madame de La Fayette va illustrer cette modalité d'un roman bref, ou relativement bref, qu'on appelle d'ailleurs à ce moment-là pas roman, mais nouvelle ou histoire. Le texte, effectivement, de Saint-Réal va avoir comme sous-titre « Nouvelle historique ». Nouvelle historique. Donc, nouvelle, c'est nouveau, hein, c'est ce que ça veut dire, novel en anglais, enfin le roman pour les Anglais. Donc, une histoire un peu moderne, hein, pas médiévale. Hein. Et puis, cette idée un peu de brièveté par rapport au roman qui est pensé comme invraisemblable et extrêmement long. Et donc, là, cette idée du roman assez bref et vraisemblable et en partie vrai, c'est-à-dire fondé sur des événements historiques, ça a partie liée au moment du XVIIe siècle qu'on appelle le cartésianisme. C'est-à-dire, on va faire le discours de la méthode dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un texte philosophique, en français, très court, hein, voilà, c'est un peu plus long que ça, mais vraiment très court. C'est pas une immense somme théologique comme saint Thomas d'Aquin a pu en faire. On tient ça dans la main, on le met dans la poche, c'est assez clair. Et puis ce qui est dit dedans, c'est quelque part, renonçons à toutes sortes d'illusions possibles, et voilà, qui viennent. Et regardons. Tiens, je pense, je suis. Ça c'est sûr, je pense. Hein, d'accord. Et donc je suis. Enfin voilà, c'est relativement évident, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, il y a une volonté de se débarrasser du mythologique, mais aussi du bavardage infini, des ornements, etc. On va prendre un langage rationnel. Saint-Réal est un des premiers initiateurs de cela, de cette modalité qu'on connaît ensuite, hein, autrement, diversement, de passer de textes littéraires fictionnels très longs, souvent écrits par des femmes, et dans le public, c'est des femmes essentiellement, à des textes beaucoup plus courts qui essaient d'être vraisemblables et qui contiennent beaucoup d'éléments historiques. C'est le cas, effectivement, de la nouvelle qui est là. Et alors, ces textes se rapportent à une époque qui n'est pas très lointaine. Parce qu'on peut faire, évidemment, des chrétiens de Troyes, des sortes de textes qu'on peut appeler romans, les romans de chevalerie, qui se passent dans des époques très lointaines. On ne sait pas très bien quand, mais il y a très longtemps, vivait le roi Arthur. Très bien. On peut aussi raconter l'histoire de Cligès ou d'autres gens comme ça, des héros de l'Antiquité. Mais le choix de Saint-Réal, comme de La Fayette, c'est de prendre des histoires qui se sont passées il n'y a pas très longtemps. Alors pour nous, il y a davantage de temps, puisque ces gens ont vécu le XVIIe siècle, donc 3 siècles sont rajoutés. Mais pour eux, il y a simplement 50 ans ou 60 ans. C'est quelques générations avant. Et les conséquences des faits qu'ils ont rapportés dans ces textes, elles sont là. Comme si, bon, je raconte, et des auteurs français le font, un roman qui parle de la guerre de 14. Et donc, j'ai une sorte de recul. Mais évidemment, moi-même, je n'ai pas participé à la guerre de 14, mais je sais des gens qui ont participé à la guerre de 14, et puis je vois les monuments, enfin la trace de la guerre de 14, elle est encore là autour de nous, les conséquences politiques sont là. Donc je ne vais pas parler de ce qui s'est passé au XIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est très, très intéressant, mais qui ne me concerne pas. Donc les gens qui vivaient la guerre de 14 sont, certes pas comme moi, mais pas très différents de moi, et ce qu'ils ont fait a des conséquences immédiates sur la politique française, européenne, encore aujourd'hui. Donc c'est de ce point de vue que Madame de La Fayette se reporte au XVIe siècle, à l'époque de Henri II, et Saint-Réal aussi se reporte au XVIe siècle, à l'époque de Henri II, au même moment, c'est-à-dire les années où est construit précisément le lieu où nous étions il y a quelques minutes avec Brigitte, puisqu'elle est la présidente de l'Académie des sciences des lettres, où d'ailleurs je vous invite à venir régulièrement écouter des conférences, puisque le bâtiment, l'hôtel de la César, est construit vers 1555, 56, 57, c'est-à-dire au moment où se passe l'action qui est dans ce roman. Alors donc il va tenter de faire une nouvelle qui s'appelle Historique. Je vais raconter un peu l'histoire. Et puis après, donc il va pas se mettre à faire des romans très longs. Il va pas revenir à l'Astrée et compagnie. Mais il va tenter d'écrire un peu dans toutes sortes de domaines. Et donc 1 an après cette affaire-là, qui est publiée chez un éditeur hollandais, ce qui a des raisons un peu particulières, il va revenir chez son éditeur fondamental qui s'appelle Barbin. Alors Barbin, c'est l'éditeur imprimeur du XVIIe siècle de textes, on va dire originaux, de textes audacieux. C'est un peu comme dans les années 50 en France, l'édition de Minuit, qui ont publié de nouveaux romans. C'est eux qui publient, par exemple, Les Fables de La Fontaine. Chez Barbin, on sort Les Fables de La Fontaine.
Et donc, il va écrire chez Barbin un texte qui s'appelle « La conjuration des Espagnols contre les Vénitiens ». Et donc, c'est un texte historique un peu fictif. Donc, c'est un texte historique. Il va écrire ensuite, plus tard, un texte donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle « La vie de Jésus ». Un peu plus tard, il va écrire un texte de dialogue philosophique qui s'appelle « Césarion ». Et puis, il va finir par mourir. Donc, il écrit dans différents genres. Il écrit aussi des sortes de maximes. Et puis, avec un succès très limité, c'est pas une gloire. C'est aussi un personnage qui va avoir une vie assez particulière. Il va être plus ou moins espion. Être espion, moi j'aimerais beaucoup être espion, surtout pour une puissance étrangère. Évidemment, Saint-Réal va travailler naturellement pour les puissances étrangères, comme tout bon espion. Donc les puissances étrangères, c'est facile, parce que la Chambéry, c'est pas la France à ce moment-là. Et donc il va se trouver plusieurs occasions de travailler dans le milieu de l'espionnage. Voilà. Alors en particulier, vous savez qu'il y avait un cardinal qui s'appelait Mazarin, qui avait été le premier ministre, disons, de l'enfance de Louis XIV. Et Mazarin, bon, il n'avait pas d'enfant, mais il avait des nièces. Et il avait des nièces qui étaient excitées. Elles étaient super excitées, super jolies. Et elles s'appelaient les Mancini, Hortense et Marie. Et donc, évidemment, Louis XIV était super amoureux des deux, naturellement. Mais elles étaient vraiment un peu énervantes. Hein. Elles étaient un peu pénibles. Alors, pour calmer Hortense, on l'avait mariée à un type qui s'appelait de la Meilleraye, mais qui était un bigot complètement nul, etc. Et en plus, obsédé sexuel. Enfin, voilà. Et en plus, homosexuel. Et donc, elle passe son temps à fuir son mari. Et alors, pour fuir son mari, alors, vous savez, c'est pas facile de fuir son mari au XVIIe siècle. Non, elle fout le camp à Chambéry. Parce que Chambéry, c'est au-delà de la frontière. Donc, on est tranquille. Et là, à Chambéry, il y a Saint-Réal qui arrive. Et là, elle a beaucoup d'argent à dépenser parce que, bon, elle a beaucoup d'argent, c'est ça. Elle est très maligne parce que Mazarin avait piqué maximum d'argent, vous comprenez. Enfin, c'est ça, hein, quand on est Premier ministre, si on pique pas un maximum d'argent, c'est un peu nul. Enfin, il n'était pas sur liste Epstein, mais il a fait ce qu'il fallait, voilà. Et donc, les nièces avaient de l'argent, voilà, vraiment beaucoup d'argent. Et surtout les plus jolies, Hortense et Marie, voilà. Et donc, elle fout le camp à Chambéry, Hortense. Alors, j'étais ami avec tous les libertins de l'époque, dont La Fontaine, bien entendu, et tous ces gens-là. Et à Chambéry, elle fait la fête. Et le brave Saint-Réal, qui est abbé, il trouve ça génial, enfin, parce que c'est bien, quoi. Enfin, voilà. Hortense Mancini était la pin-up de l'époque, hein, voilà, véritablement. Elle avait évidemment couché avec Louis XIV, enfin, il y a quelques doutes là-dessus, mais enfin, moi, il n'y en a pas trop. Il y avait que son mari qui l'embêtait. Et donc, elle fait une espèce de palais des fêtes extraordinaires dans lequel est Saint-Réal, il fait la fête, etc. Et malheureusement, son mari la poursuit. Et donc, elle trouve qu'un moyen pour fuir, c'est le fuir en Angleterre. Elle fuit en Angleterre, et d'ailleurs, Saint-Réal la suit en Angleterre, et avec d'autres libertins, comme Saint-Évremont, et un certain nombre de gens qui le suivent, et La Fontaine ne va pas suivre parce que lui dit qu'il a mal de mer, enfin voilà. Bon, vous comprenez, voilà. Et donc, elle va continuer sa vie en Angleterre, continuer à faire la fête, dépenser de l'argent et tout ce que vous voulez. Sa sœur était duchesse de Bouillon, c'est-à-dire en fait la seigneur du château, enfin de Château-Thierry, là où était La Fontaine. Tous ces gens le connaissent très bien. Et donc Saint-Réal, il faut l'imaginer abbé dans un club de libertins. Mais quand même, là, il écrivait la vie de Jésus-Christ. On est très sérieux. Donc il avait une vision un petit peu sur l'humanité. Alors il était un peu pessimiste, il était plus ou moins janséniste. Il faut imaginer un petit peu comme ça. Il finira après diverses aventures en Angleterre où il fait de l'espionnage évidemment pour les ducs de Savoie. Il faut bien vivre, hein, voilà. Oui, c'est pas la France, vous comprenez, voilà. Et Louis XIV est excité contre parce que cette bande de types qui sont tous plus ou moins libertins, tous plus ou moins espions, et qui tournent tous autour de la Mancini, qu'il aimait vraiment lui, parce que Louis XIV aimait la Mancini, sa femme non, mais il préférait encore la Mancini à la Vallière et aux autres. Enfin, la Mancini c'était top, mais elle foutait le camp constamment, elle était énervante, voilà. Et donc Saint-Réal est dans ce truc-là. Donc il faut imaginer le XVIIe, c'est assez particulier, hein, parce que il y a Louis XIV qui au début est un jeune roi, il aime les femmes, il aime la chasse, enfin tout ce que vous voulez. La Mancini, c'est sa copine, enfin voilà, elle est bien, quoi, elle est sympa. Et on lui dit tu vas épouser ta femme, princesse espagnole, ouais. Et au milieu de tout ça, il y a des jansénistes, il y a des abbés. Alors les jansénistes, c'est un peu les stricts religieux, et il y a des abbés comme Saint-Réal. Vous comprenez que Brienne, qui est un grand libertin, alors c'est la famille des abbés de Brienne, hein, voilà, c'est l'homénie de Brienne, c'est pas le même, hein, c'est un siècle avant, qui est un grand libertin, qui est un collectionneur de livres, dit de Saint-Réal, c'est un faune bien disant. Donc vous imaginez à peu près ce que c'est qu'un faune bien disant. Alors il écrit donc en 1672 et il publie ce livre qui s'appelle Don Carlos. Alors pour comprendre pourquoi il le fait, il faut imaginer qu'à l'époque, la France n'a pas les mêmes rapports avec l'Espagne qu'aujourd'hui. Bon, pour nous, l'Espagne, enfin, ça a été, surtout dans mon enfance, ça a un peu changé. L'Espagne, c'est les guitares, les paellas, tout ça, la corrida, c'est sympa, quoi. Un peu franco, bon, qui est un peu gênant, voilà. Mais enfin, en gros, c'est un pays sympa où on va sur la plage à Benidorm, enfin, un truc comme ça, voilà. On pense même pas à se dire que la France pourrait se faire en guerre avec l'Espagne, tout le monde, où ils sont, c'est sympathique, quoi. On va se mettre en guerre avec les fabricants de paella, et eux non plus. Ça va, quoi. On va passer des vacances à Tarragone, ou à Barcelone, ou ailleurs. Au XVIIe siècle, c'est pas du tout pareil. Puisque donc la France passe son temps à être en guerre avec l'Espagne. Et ça fait 100 ans que ça dure. Ça dure depuis Charles Quint. Alors Charles Quint, bon, on le connaît, c'est un roi, non pas d'Espagne, mais un roi d'Europe. Il règne dans les années qui précèdent 1550, et il est donc à la fois un Espagnol, mais un homme des Flandres, un prince qui domine la partie de l'Italie, et qui domine des parties de ce que nous appelons maintenant l'Allemagne. Donc c'est un type qui encercle la France. Et donc les Espagnols nous encerclent. Les Espagnols sont au sud, ils sont au nord,
ils sont à l'est, et ils sont, si on peut dire, au sud-est, c'est-à-dire du côté de l'Italie, ils sont un peu partout. Et Charles Quint n'a qu'une idée, qui est un peu logique, c'est de devenir le prince de l'Europe, dominer totalement l'Europe. Et il en a les moyens, puisque donc il a un grand ensemble de territoires, mais aussi l'or qui vient d'Espagne depuis les années du début du XVIe siècle. Les galions arrivent, et donc il a de l'or en quantité. Qui a de l'or a des armées et aussi des savants qui peuvent fabriquer des armes un peu plus modernes que les autres. Simplement, pour Charles Quint, il y a un problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a un pays qui s'appelle la France, et là-dedans, il y a une tête de pioche, pas nécessairement très intelligente et assez brutale, mais qui est un grand roi qui s'appelle François Ier. François Ier, lui aussi, il est guerrier, lui aussi, il est puissant, même s'il est moins puissant que Charles Quint, et il va faire une sorte de corps de blocage sur les ambitions de Charles Quint, qui en gros l'encercle. Et donc les guerres ont lieu essentiellement entre la France et l'Espagne, du côté de ce qui est pour la Belgique, les Flandres, etc. Quand La Fontaine, au XVIIe siècle, est invité à aller dans une abbaye par une abbesse qui s'appelle l'abbesse de Mouzon. Mouzon, à l'époque, c'est la frontière avec les territoires espagnols du Nord. Il y a une guerre à ce moment-là. Et la guerre, c'est entre la France et l'Espagne. Et donc, La Fontaine explique à cette abbesse de Mouzon, vous êtes très jolie, j'irai bien dans votre abbaye faire une partie de jambes en l'air, très révérente mère en Dieu, qui révérente, nette guerre, etc., etc. Ça commence comme ça. Mais j'ai pas envie, moi, qui suis un homme de Champagne, de faire la guerre au roi d'Espagne. Parce que la guerre a lieu là-bas. Et donc là, on est à l'époque de Saint-Réal. C'est-à-dire que c'est la guerre avec l'Espagne là-bas. Mais au XVIe siècle, ça commence évidemment entre Charles Quint, qui essaie de conquérir un peu les territoires, et puis François Ier. Et puis ensuite Henri II. Henri II succède à François Ier. De même que Philippe II, et on va en parler un petit peu, succède à Charles Quint. Vous savez que Charles Quint va se retirer pour aller mourir dans son palais, enfin ce qu'il appelle l'Escurial au bout du compte, et puis au bout du compte dans une sorte de monastère. Il va laisser la place à son fils Philippe II. Et donc on est là dans les années 1550-1556, au moment de ce qu'on appelle le siècle d'or en Espagne. C'est un moment extrêmement puissant de la puissance militaire, financière, mais aussi intellectuelle de l'Espagne. Le siècle d'or, c'est le grand moment de l'Espagne. Donc on est à ce moment-là. Et quand Saint-Réal écrit, c'est-à-dire un siècle après, dans les années 1670, Louis XIV est toujours avec des situations problématiques avec l'Espagne. Alors, problématiques, des paix, des contre-paix, etc., dans tous les sens. Voilà, la guerre de succession d'Espagne après, il a épousé une Espagnole, il y a eu la rencontre à la Bidassoa pour établir une paix, etc. Enfin, voilà. Et donc, l'Espagne est toujours l'ennemi avec lequel on passe des accords sans arrêt et sur lesquels on réfléchit sans arrêt. Avec toujours ce même problème, les Espagnols ont possibilité d'encercler la France, toujours à l'époque de Louis XIV, et les guerres de Louis XIV contre l'Espagne se passent en partie en Catalogne, enfin ce que nous appelons la Catalogne, et puis très largement au nord, toutes ces batailles-là, qui sont des batailles de Louis XIV contre les armées espagnoles, en fait. Voilà. Même si ces armées espagnoles sont peuplées de gens qui ne sont pas espagnols au sens où on se dit, ils s'appellent Caramba, Sanchez, Fernandez, ils sont souvent flamands, ces Espagnols. Enfin, c'est comme ça, voilà. La guerre avec l'Espagne est une guerre séculaire. Et elle repose sur des positions, on va dire, politiques. La France gêne les ambitions espagnoles, évidemment, au milieu de l'Europe, mais aussi des positions religieuses. Les rois d'Espagne sont catholiques, ils sont très catholiques, il n'y a pas plus catholiques que Philippe II, Charles Quint. Et les rois de France, ils sont douteux. Et oui, François Ier n'a pas hésité à faire une alliance avec les Turcs. Vous imaginez, avec les Turcs, que même nous on hésiterait, mais parfois il a été gentil avec les protestants, même si à d'autres moments pas du tout. Et puis Henri IV sera un roi catholique, mais quand même protestant d'abord, c'est un peu douteux tout ça, voilà. Bon, et donc les rois de France magouillent tant qu'ils peuvent avec les princes germaniques qui sont protestants en général, et parfois ils sont catholiques, ou parfois plus ou moins autre chose, etc. Donc les rois de France ne sont pas d'une grande pureté religieuse, et les rois d'Espagne, c'est pas pareil. Donc la guerre va avoir une dimension politique, économique, mais aussi religieuse, entre une vision très forte du catholicisme et une vision disons, plus modéré du catholicisme, des catholicismes en France avec des alliances potentielles avec des protestants. Il y a des protestants en France, un assez grand nombre, même à l'époque de Louis XIV, il faudra qu'il les chasse, il faudra les chasser. Mais en Espagne, il n'y en a pas, où il y en a epsilon, pratiquement pas. Ça ne représente pas une force politique, mais on sait bien que dans la région de Toulouse, par exemple, les protestants, à l'époque de Louis XIII, Louis XIV, sont très puissants, importants, et malgré la révocation de l'édit de Nantes, ils le resteront. Enfin, il y aura toujours une puissance réelle protestante en dépit de tous les efforts de la monarchie
aussi, à la fin du règne de Louis XIV, pour les éradiquer. Mais ils sont là. Et donc la monarchie trouve des moyens d'accord plus ou moins, mais surtout utilise des princes protestants pour embêter les Espagnols, ceux qui n'aiment pas beaucoup les Espagnols, bien entendu. Alors, cette affaire-là est une affaire d'une guerre qui dure 150 ans, jusqu'au moment où les Français, ça sera à la fin du règne de Louis XIV et puis le XVIIIe siècle, il y aura une prédominance française au XVIIIe siècle, et puis l'Espagne va peu à peu s'enfoncer. Les rois seront de plus en plus nuls, et puis il leur arrive peu à peu ce qui arrive peut-être à certains pays pétroliers. Ils reçoivent de l'or de l'Amérique, mais avec ça, ils sont aussi des palais magnifiques, des églises merveilleuses, mais ils font travailler les artisans français, italiens, ou tout ce qu'on veut, et ils sont pauvres tout en étant riches. Enfin, voilà la situation. Ils ne développent pas aussi leur savoir, leur culture, ce que font au XVIIIe siècle les Français, en réalité, et d'autres pays. Et donc, quand Don Carlos est écrit, il l'écrit dans la perspective d'une Espagne, puisque cette histoire est une histoire espagnole, d'une Espagne qui n'est pas du tout celle que nous connaissons. C'est-à-dire, on est loin des guitares, on est loin des paellas, on est loin de la fantaisie, et on est loin aussi des franquistes et des républicains. Enfin voilà, on est dans une autre Espagne, catholique, extrêmement puissante, qui est l'ennemi que l'on redoute, qui terrifie, etc., et dont on peut dire évidemment du mal. Et là-dedans, évidemment, dans ce roman, on va dire un maximum de mal du monde espagnol. Ce sont des brutes, enfin ce sont des pervers, c'est affreux, abominables. Alors qu'est-ce que c'est que l'histoire qui est racontée là ? Alors l'histoire qui est racontée là, c'est évidemment une histoire terrible, qui est vraie en partie, et qui est en partie fausse, parce que évidemment Don Carlos, il fait de la propagande française, littéralement. Le fond de l'histoire est le suivant. Donc, quand Philippe II accède au trône, il est marié une première fois, puis il va être marié une deuxième fois. La deuxième, Marie Tudor, va mourir très jeune. Et puis, il a eu un fils avec la première femme, qui s'appelle Don Carlos. Alors, ce fils, apparemment, était un petit peu bizarre. Et au moment d'une trêve, d'une paix provisoire avec Henri II, qui s'appelle la paix de Vaucelles, en 1555, si je ne me trompe pas, on se dit, tiens, on va arrêter de faire un petit peu la guerre. Alors quand on arrête de faire la guerre, on se dit, eh bien, une bonne solution, c'est, oui, parce qu'on en a marre de faire la guerre, parce que bon, là, ça coûte cher les guerres, enfin, etc. Donc une bonne solution, c'est qu'un prince d'Espagne épouse une princesse française. Et donc la solution, la meilleure, c'est qu'une fille de Henri II, qui a 10 ans à peu près, épouse le fils de Philippe II, c'est-à-dire le petit-fils de Charles Quint, qui lui aussi a à peu près 10 ans, qui s'appelle Don Carlos. Et donc on envisage ce mariage, effectivement. C'est pas mal parce que, bon, voilà, c'est un mariage entre un futur roi d'Espagne et une potentielle reine de France, et donc on scelle la possibilité. Et très rapidement, évidemment, cette paix de Vaucelles va être interrompue, parce qu'en France, on a d'autres soucis que de faire la paix. L'autre souci, c'est les carafas. Alors les carafas, c'est les carafes, c'est-à-dire c'est le pape Paul IV. Le pape Paul IV, lui, c'est un pape pro-français qui est à Rome, évidemment, et il est emmerdé par le duc d'Albe. Alors le duc d'Albe, c'est un général espagnol qui est en train d'encercler Rome. Et alors le pape Paul IV, alors, il faut changer aussi, les papes à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont juste quelques Suisses par-ci par-là. À l'époque, ils ont des armées et ils défendent leur territoire. Et donc le pape Paul IV a une armée qui est en difficulté, soutenue par les Français et assiégée, ou sur le point d'être assiégée par, effectivement, le duc d'Albe. Alors, il téléphone au roi de France, Henri II, à ce moment-là, en lui disant « Cher ami, bon, si vous voulez faire quelque chose, il faut absolument que vous veniez me secourir pour qu'on foute la pile au duc d'Albe, c'est-à-dire aux Espagnols. » Alors l'autre s'est dit « Oui, on y va. Et donc, les Français interviennent en Italie, une fois de plus, passe son temps ça, pour repousser effectivement le duc d'Albe, et du coup la paix de Vaucelles s'arrête, et du coup la guerre reprend entre la France et l'Espagne. Mais elle reprend où ? Bien entendu dans le nord de la France. On ne se bat pas sur la frontière espagnole, on se bat sur les zones du nord. Et donc il y a malheureusement pour les Français 2 défaites terribles, dont la plus terrible est celle de Saint-Quentin, qui anéantissent l'armée française, la noblesse française, et à ce moment-là, ils vont signer une nouvelle paix, et la paix, ce sera la paix de Cateau-Cambrésis, qui permettra d'établir une sorte de paix très armée entre la France et l'Espagne, mais c'est une victoire pour Philippe II, et on verra comment Saint-Réal explique tout ça. Malheureusement pour Don Carlos, le temps a passé, quelques années sont passées, il a grandi un petit peu, et Élisabeth, c'est-à-dire la fille d'Henri II, va arriver en Espagne, puisqu'on l'envoie, mais quand Philippe II, le papa, la voit, il se dit mais si j'épousais celle que je promettais à mon fils. Elle est très jolie, elle est très pure, vous comprenez, c'est pas mal. Enfin voilà, Philippe II a 30 ans, il n'est pas très vieux. Mais bon, si j'épousais celle que je promettais à mon fils, c'est pas mal. Et elle l'épouse, voilà. Je la prends pour moi. Bon, elle va se soumettre, elle n'est pas très contente apparemment. Et Don Carlos va être très malheureux parce que évidemment, il espérait épouser cette belle princesse française et c'est papa qui la prend. Voilà, bon, vous savez, Raphaël Antoven, etc. Enfin, des choses comme ça. Voilà. Ça continue, voilà, ça n'a pas changé. Mais là, c'est terrible. Il n'est pas très content, Don Carlos, et Philippe II non plus.
Alors, il va liquider son fils, hein, voilà, au bout d'un moment. Il va le liquider, c'est ce que raconte le roman. Il va liquider son fils et sa femme, hein, d'ailleurs, probablement. En tout cas, c'est ce que raconte Saint-Réal et ce que raconte évidemment Verdi. C'est le fils de Philippe II, c'est-à-dire le petit-fils de Charles Quint, est liquidé, empoisonné, par son père pour une histoire amoureuse. Et donc, c'est terrible. Le père tue son fils, tue le futur roi potentiel et tue aussi sa femme. Et du coup aussi, évidemment, c'est évidemment une crise politique avec la France, vous comprenez. Et donc, qu'est-ce qu'il s'agit pour Saint-Réal de montrer ? C'est regarder ce que sont les Espagnols. Ah, ils se disent cathos, mais en fait, ils pensent qu'aux fesses, évidemment. Et d'autre part, ils sont complètement pervers. Pour qu'un père tue son fils et tue sa femme, waouh! Alors nous, d'accord, Louis XIV, bon, Madame Mancini, La Vallière, mais tout ça c'est plutôt rigolo, c'est sympa, quoi, ça va. Vous comprenez? Voilà. L'Espagne, c'est le pays noir, obscur, terrible, violent, etc., etc. Ce qu'on retrouve dans l'opéra de Verdi, bien entendu, hein, c'est pathétique. Enfin, alors chez Verdi, ça devient romantique, mais là, c'est pas du tout romantique. C'est, alors je vous dis, la fin du roman de Don Carlos, c'est une des fins les plus noires de la littérature française. Mais quelle vengeance! Alors on ne sait pas si c'est vrai, ça n'a pas d'importance, mais c'est affreux. Donc Philippe II finit par mourir, évidemment, mais vous allez voir comment il meurt. C'est beaucoup mieux que l'ayatollah récent, là, voilà. Enfin, Philippe II lui-même, donc c'est les derniers mots du roman, après avoir vieilli parmi les douleurs de tant de désastres, fut frappé d'une ulcère qui engendra une quantité incroyable de poux, dont il fut dévoré tout vivant et étouffé, quand ils ne trouvèrent plus de quoi se nourrir sur son corps. The End. Vous voyez, donc l'ayatollah, machin, là, il est mort, bon, ça va. Tandis que là, il crève dans les poux, dans les vers, ça pue, enfin, vous voyez, donc, le péché, c'est affreux, voilà. Et vous voyez cette phrase extrêmement sèche, terrible, hein. Pour l'instant, Louis XIV, ça va, quoi, voilà. Et donc, il y a cette image, effectivement, ce roman court de la mort de Philippe II, donc historique, mais un peu romancé, qui est l'Espagne noire. Alors, j'insiste un peu dessus, parce que pour nous, on ne pense pas l'Espagne en termes de poux, de pourriture, d'horreur, de perversion, etc. Mais au XVIIe siècle, c'est l'ennemi ultra-catho, détesté, très puissant, donc ultra-catho, donc ennemi, donc pervers, enfin tout ce que vous voulez, enfin voilà, tout le truc qu'on sort volontiers aujourd'hui aussi encore pour nos ennemis, hein, éventuellement. Donc on est au XVIIe siècle, on n'est pas du tout aujourd'hui, et on n'est pas non plus dans des époques antérieures où du temps de Chrétien de Troyes et tout cela, on allait se balader en Espagne, etc. Les Espagnols étaient sympathiques parce qu'ils tuaient les morts. C'était pas mal. Tandis que là non, c'est plus ça. C'est nous qui embêtent. Hein. Qui tuent les morts, c'est pas grave. Ce sont nos ennemis. C'est là l'écriture. L'image de l'Espagne n'est pas toujours la même. Elle n'est pas la même au Moyen-Âge, quand ils sont le bouclier de l'Europe, les rois d'Espagne et de Castille et d'Aragon, contre les morts qui sont nos ennemis. Elle n'est pas la même aujourd'hui, évidemment, elle n'est pas la même au XIXe siècle, elle n'est pas la même, évidemment, dans les romans de Malraux, et elle n'est pas la même, là, au XVIIe siècle. Alors ça commence comme ça, l'histoire de Don Carlos. Je vais lire simplement la première page, enfin les deux premières pages, qui donnent le ton. Donc c'est précédé d'une petite préface de Saint-Réal qui dit ses sources. Il a tiré son texte de, voilà, cette histoire est tirée de tous les auteurs espagnols, français, italiens et flamands qui ont écrit sur le temps auquel c'est passé. Les principaux sont Monsieur de Thou, Aubigné, Brantôme, Cabrera, Campana. Donc on a un romancier qui commence par dire, voilà quels sont mes auteurs. Balzac fera des choses un peu analogues. J'écris un roman, mais je suis, formule de Balzac, le secrétaire de l'histoire. Et déjà Saint-Réal avait cette idée, qui est une des idées possibles du roman, d'être le secrétaire de l'histoire. Ce que je dis, c'est validé par les historiens. J'introduis juste quelques modifications ici ou là, et puis j'essaie de rentrer dans l'âme des personnages. Ce que ne font pas les historiens, puisqu'on ne sait pas vraiment, par les documents, ce qui se passe dans la tête de Philippe II ou de Don Carlos. Vous écoutez un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, lundi 2 mars 2026, autour de Don Carlos de Saint-Réal. Alors ça commence comme ça. Don Carlos, nouvelle historique. Lorsque Charles Quint résolut de quitter ses États pour se retirer dans une solitude, il craignit de laisser son fils exposé à la bonne fortune de Henri II, dont il avait ressenti les effets, et il fit trêve pour 5 ans avec ce prince. Entre les ouvertures de paix qui furent faites pendant la trêve, on proposa de marier le prince d'Espagne, Don Carlos, fils unique de Philippe II,
et de Marie de Portugal, sa première femme, avec Madame Élisabeth, fille aînée de France. Cette princesse était fort jeune, mais elle était extrêmement formée pour son âge. Comme ce mariage fut résolu avec joie des deux côtés aussitôt qu'il fut proposé, elle conçut beaucoup d'estime pour l'époux qu'on lui destinait. Son jeune cœur trouvant cette occasion de s'attacher à quelque chose, il s'en fit en secret un agréable amusement, et elle s'engagea insensiblement dans une inclination qui donna plus de peine qu'elle ne croyait à sa vertu. Le prince d'Espagne n'était pas moins content de sa destinée. Comme tout ce qu'on lui disait de madame lui en donnait une idée fort aimable, il s'abandonna avec plaisir à tout ce que cette idée lui inspirait d'amoureux. Le portrait de la princesse acheva ce que la réputation de sa beauté avait commencé. On assura qu'il était fort ressemblant, et Don Carlos le crut aisément, parce qu'il le souhaitait. Lorsqu'il considérait cette peinture, il n'est point de voix qui ne lui vint dans l'esprit pour faire savoir à madame ce qu'il pensait d'elle. Il ne pouvait souffrir qu'elle ignorât la joie que l'espérance de la posséder répandait dans son âme. Quelquefois, il avait honte de son bonheur, et il aurait presque souhaité d'avoir le temps de gagner le cœur de cette princesse avant qu'elle fût obligée de le lui donner. Mais, comme c'était une chose impossible, il lui semblait qu'il aurait été content s'il avait pu du moins lui faire savoir ses différentes pensées. Cependant, les affaires changèrent de face par la rupture de la trêve. Ce furent les princes lorrains qui firent résoudre les guerres à la sollicitation de Paul IV. Le but du pape était qu'on fît une puissante diversion en Flandre pour le dégager du duc d'Albe, général d'une armée espagnole qui le tenait comme bloqué dans Rome depuis quelque temps. La chose réussit de ce côté comme on l'avait projeté. Mais il n'en alla pas de même en Flandre. La France y perdit 2 batailles, où presque tout ce qu'il y avait de braves gens dans le royaume fut pris et tué, et qui mirent les affaires en si mauvais état qu'on résolut d'acheter une paix à quelque prix que ce fût. Cette paix fut l'ouvrage du duc de Savoie, général de l'armée d'Espagne, et du connétable de Montmorency, son prisonnier. Le connétable fit considérer à ce prince qu'il ne trouverait jamais une si belle occasion de rentrer dans ses états, d'où François Ier avait chassé son père, et le duc fit en sorte, auprès de Philippe II, que le traité fut conclu peu de temps après à Cateau-Cambrésis. Il est aisé de juger quelle fut la douleur de Don Carlos quand on rompit la trêve, et quelle fut sa joie quand on reprit la négociation de la paix. Cependant, cette paix qui flattait si doucement ses espérances fut ce qui les ruina pour toujours. Clank. Alors, c'est un grand ami de Racine. Ceux qui connaissent un peu Racine, par exemple Phèdre, rien n'est plus comme avant, tout a changé de face. Depuis que ses morts ont débarqué la fille de Minos et de Pasiphae, tout a changé de face. Vous retrouvez les mêmes mots ici, voilà, à la transition. Et puis, cette tragédie absolue. Et puis, évidemment, cette liaison entre l'histoire générale, la paix de Vaucelles, Henri II, Philippe II, etc., le pape qui intervient, l'Europe entière qui est concernée, et puis une affaire de cœur entre 2, même pas adolescents, c'est des enfants, ils ont 10-11 ans, quelque chose comme ça, les montées, les espérances, et puis souvent la tragédie absolue. D'accord ? Donc une sorte de mélange entre, d'un côté presque le loft, vous voyez, enfin des émissions un peu comme ça, de l'autre côté Trump, Poutine, enfin vous voyez, des choses comme ça, voilà, où vous expliquerez le soir à la télévision, cette chose de il y a des guerres, je ne sais pas ce que vous voulez, l'Ukraine, n'importe quoi, enfin peu importe, des guerres terribles qui engagent l'humanité entière. Et puis en même temps, on nous explique qu'une princesse, je ne sais pas, russe, supposant, serait tombée amoureuse d'une princesse iranienne, si vous voulez, très bien, et que là-dessus intervient Melania Trump qui fait quelque chose. Là. Et donc, à ce moment-là, très sérieusement, on nous évoque effectivement ce rapport entre ces 2 domaines, celui de la politique internationale, terrible, les guerres, les allers-retours, et puis le cœur. Et donc, on connaît une expression, les intermittences du cœur. Mais là, les intermittences du cœur sont liées aux intermittences de la politique. Et de la politique internationale auxquelles Don Carlos et, disons, sa fiancée, si on peut dire, entre guillemets, ne peuvent absolument rien. Ils sont pris dans une boîte gigantesque qui est les guerres européennes, que personne ne dirige vraiment. Parce qu'effectivement, les rois Philippe II et Henri II, à la suite de Charles Quint, ont fait une trêve, mais ils n'avaient pas prévu que les princes, c'est-à-dire le cardinal de Lorraine et le cardinal de Guise, qui sont 2 intrigants géniaux et des assassins, enfin tout ce que vous voulez, de l'époque d'Henri II, allaient avec les Carafas, c'est-à-dire avec le pape. Les Carafas, c'est une grande famille, ça veut dire les Carafes. C'est l'époque de Du Bellay. Quand Du Bellay écrit les regrets, ça se passe du temps des Carafas, il est question sans arrêt de ces gens-là. La prochaine fois, on parlera du Bellay. Je ferai la classique de détail avec Éric Rubézy qui a retrouvé le cadavre de Du Bellay. On fera sortir le cadavre, véritablement. Et donc, c'est le monde de Du Bellay. Les papes s'appellent Carafe. Et donc, c'est une liaison entre le cardinal de Guise et le cardinal de Lorraine avec Carafe pour essayer de chasser le duc d'Albe des environs de Rome, qui crée un problème nouveau qui fait que la paix de Vaucelles s'arrête. Et donc, c'est des affaires qui sont absolument imprévisibles. C'est le chaos de l'histoire.
la paix était une très bonne idée, la trêve de Bruxelles, c'était bien, mais vous savez cette formule, le diable est dans les détails. Et là, le diable, c'est le cardinal de Lorraine et son frère, mais aussi les carafes. Et du coup, c'est catastrophe pour les deux amoureux qui ne se sont jamais vus. Alors c'est encore plus beau, puisqu'on pourrait imaginer leurs yeux se rencontrèrent, ah, qu'il est beau, qu'elle est belle, etc. Ils ne se sont jamais vus, il y a juste un portrait qui circule, et le désir entre eux vient du fait qu'on leur a dit que ça serait peut-être bien, et qu'ils auraient quelque chose à faire. Mais voilà. Donc on est presque l'anti-roman américain ou au cinéma, où on ouvre la porte, oh qu'elle est belle, oh, je suis amoureux, ou qu'il est beau, je suis amoureux. Non, ils ne se sont pas vus. Mais déjà, ils sont amoureux, et un portrait est passé, un portrait qui peut-être ressemble à la fille d'Henri II, mais c'est pas sûr, parce que Don Carlos le crut aisément, parce qu'il le souhaitait. Chacun croit fort volontiers ce qu'il craint et ce qu'il désire. Ou ce qu'il désire. Ça, c'est des vers de La Fontaine. Chacun croit fort volontiers ce qu'il craint ou ce qu'il désire. Je crois, pas n'importe quoi, je crois en fonction de mes désirs et de mes craintes. Et lui, il a tellement envie que le portrait ressemble à cette belle qu'il le croit. Et voilà, donc dedans, à l'intérieur de cette histoire qui est dans l'histoire avec un grand H, l'usage de l'histoire, ça consiste à faire apparaître ce qu'on appelle au XVIIe siècle une maxime, une formule, une réflexion morale, comme le dirait La Rochefoucauld. Et la réflexion morale, elle est formulée au mieux par La Fontaine. Chacun croit fort volontiers ce qu'il craint et ce qu'il désire. Et là, évidemment, c'est la psychologie de Don Carlos. Et donc, on est dans le grand spectacle du monde et dans le théâtre intime des cœurs. Et ce théâtre intime des cœurs, il est éclairé par des réflexions morales qui sont celles qui circulent au XVIIe siècle à ce moment-là, chez les gens comme La Fontaine et chez les partisans de Saint-Augustin, les gens de Port-Royal, c'est-à-dire un pessimisme absolu sur l'humanité. C'est-à-dire, chacun croit fort volontiers ce qu'il craint ou ce qu'il désire, c'est très pessimiste sur le fond. Saint-Réal est extrêmement pessimiste, il explique assez longuement que l'éducation c'est pas mal, mais que ça n'y change rien. Si on est mauvais, on restera mauvais. Il n'est pas du tout un partisan de Jules Ferry, si vous voulez, des choses comme ça. Et c'est comme les jansénistes, voilà. Vous pouvez ajouter tant que vous voulez de bonnes actions, aller à la messe tous les jours, donner de l'argent aux pauvres, ne pas tromper votre femme, enfin ce que vous voulez, voilà, etc. Pas de chance, vous irez en enfer. Voilà. Vous n'y pouvez rien parce que vous n'avez pas la grâce, c'est comme ça. Pas de chance d'ailleurs, la plupart d'entre nous iront en enfer, voilà, de ce point de vue-là, quand on est janséniste. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et vous aurez beau essayer de faire vous améliorer, l'amélioration ne sera que rien par rapport à l'infini, véritablement. Et donc, il y a cette idée-là, et c'est pas tellement qu'il faut accuser Philippe II, qui est un affreux bonhomme, bien sûr, mais c'est comme ça. Nous sommes affreux, nous sommes pécheurs. Enfin voilà, c'est cet horizon qui est là, qui n'est pas du tout l'horizon de la philosophie des Lumières. C'est pas du tout des rousseauistes ou des voltairiens, ni rien du tout. C'est tout à fait autre chose qui est dedans. Alors, si on lit un peu le début nouvelle historique, lorsque Charles Quint résolut de quitter ses États pour se retirer dans une solitude, il craignit de laisser son fils exposé à la bonne fortune de Henri II, dont il avait ressenti les effets, et il fit trêve pour 5 ans avec ce prince. Alors là, on est dans une grande phrase, disons, très caractéristique du XVIIe siècle, même si elle est écrite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, du XVIIe siècle le plus tendu, des années 1650, c'est-à-dire des tableaux de gens comme Philippe de Champaigne ou autres. Vous avez des auteurs qui aiment bien mettre des adjectifs. Par exemple, Victor Hugo, des images, des métaphores, du joli, de l'agréable, des effets divers et variés. Si vous regardez des tableaux de Philippe de Champaigne, ou si vous écoutez la musique de Sainte-Colombe ou de quelques autres, vous avez au contraire quelque chose de très raide, mais pas de froid nécessairement. Et là, regardez cette phrase comme elle est écrite, pas d'adjectif, à part évidemment bonne fortune, je crois qu'il apparaît dedans, voilà, dans une expression toute faite, mais on ne nous dit pas quelque chose comme Charles Quint, ce grand roi qui avait fait ceci ou cela, ou qui avait la barbe fleurie, enfin, vous voyez ce que vous voulez, ou qui était grand, qui était petit, qui était gros, qui avait 500 000 euros à la caisse d'épargne, enfin, des choses que mettrait Balzac, immédiatement. Charles Quint, censé être connu des lecteurs, pas besoin d'ajouter des adjectifs, des commentaires, ce grand rat, des épithètes au mérite, vous savez, genre Berthaud Grand-Pied, Achille au pied léger, etc. Non, c'est Charles Quint, point, tout nu. Et les sons. Lorsque Charles Quint, le keta, d'accord, résolu de quitter ses états. Alors ça s'appelle les occlusives, résolu de quitter ses états. Oui, ça démarre, bon voilà. Si on met ça en musique, ça sera tac, 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 tac. Et Charles Quint, résolu de quitter ses états d'un seul coup, à la grande surprise de tout le monde. C'est pas du tout un rigolo. Il va effectivement se retirer progressivement jusque dans un monastère où il va mourir, en laissant successivement à son fils, à Philippe II, une partie de ses territoires, puis tout, puis la totalité. Enfin voilà, ainsi de suite. Et donc il va effectivement, lui, de manière
très honorable d'une certaine manière, terrible aussi, se retirer complètement de la vie politique, pour revenir la semaine d'après comme Bayrou ou je ne sais pas qui. Il se retire et il va vers la mort et il va se retirer dans une solitude. Et donc la solitude, c'est pas la solitude de Rousseau, les rêves du preneur solitaire, c'est un monastère véritablement. Et là, c'est même pas un EHPAD où on est bien soigné, c'est la mort. Et donc il résolut, donc il est décidé. Donc, quelque part, c'est un homme classique de ce point de vue. Je suis maître de moi comme de l'univers. D'accord, ça, c'est une formulation d'Auguste d'Ancina. Charles Quint est maître de lui comme de l'univers. Il décide lui-même, sans être influencé par son curé, son psy ou je sais pas qui. C'est lui qui résolut. Ça commence comme ça. Donc, il y a une décision extrêmement forte d'un homme extrêmement puissant et qui est pensé comme extrêmement honorable. Et cette résolution extrêmement puissante d'un homme extrêmement honorable et religieux va finir sur le fait que son fils finit pourri, envahi par les vers. Et donc c'est terrible, oui, ce roman-là. C'est-à-dire l'homme catholique, solide, décidé, grand roi, faites ce que vous voulez, voilà. L'ennemi, pour les Français, d'accord, qui décide quelque chose, qui décide honorablement, saintement. Ça finit dans l'horreur absolue, mais pas l'horreur grand spectacle, d'accord. Juste, son fils meurt pourri par les vers. Et donc là, on est au cœur de cette histoire-là, c'est-à-dire que j'ai beau faire quelque chose dont je pense, on va dire en bon stoïcien que c'est bien, je me retiens de manger, je suis fidèle, je suis solide, je suis maître de moi, etc. Très très bien, ouais, c'est pas du tout sûr que ces actions décidées par l'homme de valeur, qu'est Charles Quint, ça n'aboutisse pas à l'horreur des horreurs. Et normalement, ça va aboutir à l'horreur des horreurs. Voilà le truc, voilà. Et donc là est la tragédie. Charles Quint a raison, c'est admirable. On n'en connaît pas beaucoup des hommes politiques qui se retirent, voilà. Il y en a eu quelques-uns à Rome, d'accord, mais ils ne se représentent pas aux élections, il n'a même pas besoin d'élections, il se barre, voilà. Et il le décide lui-même, sans être influencé par, je ne sais pas qui, sa femme, le psy, enfin ce que vous voulez, voilà. Il résolu. Et le résultat est terrible, terrible. Alors, résolu de quitter ces états pour se retirer dans une solitude. Ça, se retirer dans une solitude, rien de mieux au XVIIe siècle. Même dans les Fables de La Fontaine, il est question de solitude, mais de solitude plus agréable peut-être, mais les solitaires de voie royale se retirent dans une solitude. L'horizon idéal de l'homme bien, de la femme bien, voilà, c'est de se retirer dans une solitude. Le rat qui s'est retiré du monde, la Fable de La Fontaine reprend ce verbe retirer, bien sûr. Alors lui, c'est un salopard, il se retire dans un fromage de Hollande, et là, bon, tranquille. Mais effectivement, se retirer, c'est pas prendre sa retraite, comme aujourd'hui pour aller pêcher le goujon, d'accord, ou même faire des rencontres en ombre blanche, c'est se retirer pour aller dans un monastère et se tourner vers Dieu et prier à genoux, voilà, en mangeant même pas des vaches qui rient, voilà. Il craignit de laisser son fils exposé à la bonne fortune de Henri II. Et donc, ce type qui se retire est cependant un bon père, puisque donc son fils Philippe II, pour lequel il y avait une estime apparemment limitée, et il sait bien que Henri II, nouveau roi qui succède à François Ier, a, à ce moment-là, dans les années 1550, plus de la chance. Et donc, il fait de la politique, par avance, dont il avait ressenti les effets, et il fit une trêve pour 5 ans avec ce prince. Donc, ce n'est pas une trêve, parce que ça serait quelque chose comme peace and love. Je me suis converti à Dieu, et j'espère que la paix viendra dans le monde, etc. Vous voyez, je suis un peu bouddhiste, enfin, ce que vous voulez, un truc comme ça. Non. C'est pas pour des raisons de philosophie religieuse ou tout ce que vous voulez. C'est pas pour la paix dans le monde, c'est pas un peace and love, voilà, pas du tout. C'est simplement parce qu'il calcule que son fils aurait intérêt à cette trêve. Et donc on a une politique machiavélienne. C'est-à-dire, Machiavel nous propose une politique non pas inspirée par l'évangile, c'est-à-dire vive la paix, enfin, des choses comme ça, par la religion, par les valeurs morales, mais qu'est-ce qui est le plus efficace? Alors dans certains cas, c'est de faire la guerre, dans certains cas, c'est de faire la paix. Mais ça dépend, voilà. On va calculer. Et donc là, c'est, on va dire, d'un cynisme parfait. Il se retire pour méditer religieusement, très bien pour lui, ça c'est très très bien. Et il fait la paix, on peut dire que c'est bien, mais il ne la fait pas pour une raison noble, c'est-à-dire religieuse. Il l'a fait parce que effectivement, il ne veut pas laisser son fils exposé à la bonne fortune de Henri II. Donc c'est une raison familiale, interne. Alors elle a une certaine noblesse, c'est pas une raison basse, mais c'est pas une raison... Vous savez, il y a le mouvement pour la paix, effectivement, animé par le Parti communiste autrefois et aujourd'hui. Voilà, c'est pas du tout des raisons comme ça, ni de politique générale, ni surtout de politique religieuse. Donc c'est du Machiavel. Entre les ouvertures de paix qui furent faites pendant la trêve, on proposa de marier le prince d'Espagne, Don Carlos, fils unique de Philippe II et de Marie de Portugal, sa première femme, avec Madame Élisabeth, fille aînée de France. Écriture historique parfaite, de nouveau pas la moindre périphrase, pas le petit adjectif qui se balade, pas surtout de jugement
intérieure qui dirait elle était jolie, ou elle était bête, ou il était beau, ou ce que vous voulez dans ce genre. On a juste ces faits. On ne sait pas qui a proposé. C'est un plan qui est proposé par les ministres, je ne sais pas, le conseil. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que c'est lieu. C'est pas important de savoir qui l'a proposé. Et donc, on a donc le fils unique de Philippe II et de Marie de Portugal, sa première femme, avec Marie-Élisabeth, fille née de France. Et donc, on voit bien qu'on a l'Espagne, on a le Portugal. Entre les deux, il y a Marie Tudor, qu'on laisse passer. Non, elle est morte. Donc, c'est-à-dire le monde anglais. Et donc, c'est l'Europe entière. Maintenant, on réduit. On avait donc toute l'Europe. Maintenant, on va arriver dans les jeunes tourtereaux, si on peut dire, les amoureux. Cette princesse était fort jeune, mais elle était extrêmement formée pour son âge. Alors là, à peine 10 ans. Elle est vraiment très jeune. Bon, c'est quand même un peu jeune pour se marier vers 1550. Mais correctif, elle était extrêmement formée pour son âge. Voilà. Et donc, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire précisément. Bon, elle était un peu intelligente, le corps était déjà en place, etc. Et de toute façon, à 13-14 ans, on se mariait, on avait des enfants, il n'y avait pas de problème. Donc, elle est un petit peu jeune, mais bon, c'est pas trop grave. Et c'est important qu'elle soit extrêmement formée pour son âge, puisque donc elle va pouvoir rentrer dans une problématique amoureuse. C'est pas une enfant, véritablement. Et donc, observation aussi qui se donne comme objective, voilà, et au lecteur de comprendre, en souriant probablement en partie, ce que ça veut dire être extrêmement formé pour son âge. Ça veut dire qu'elle peut avoir des enfants, enfin voilà, et que donc elle a eu ses règles, enfin, etc., voilà. Mais on ne le dit pas. Il n'y a pas de précision, on n'est pas chez Virginie Despentes, bien sûr. Cette princesse était fort jeune. Comme ce mariage fut résolu avec joie des deux côtés, aussitôt qu'il fut proposé, elle conçut beaucoup d'estime pour l'époux qu'on lui destinait. Quelle merveille! C'est absolument parfait, c'est l'idéal, donc c'est pas elle qui a décidé. Tout le monde est content, donc puisque tout le monde est content, eh bien sûr, elle conçut beaucoup d'estime pour l'époux qu'on lui destinait. Alors pour nous, pour les fémins, ou je sais pas, les féministes aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être un peu bizarre. Tout le monde a décidé qu'elle va se marier avec celui-là, donc c'est bien. Donc effectivement, elle va concevoir beaucoup d'estime pour l'époux qu'on lui destinait. C'est assez étrange, parce qu'avoir de l'estime pour... On va dire, je vais avoir de l'estime pour cette dame, parce que je la connais un peu, parce que, etc., j'ai mesuré, etc. Là, elle conçut l'estime à partir du discours d'autrui. On dirait aujourd'hui volontiers qu'elle est manipulée. On lui a dit, il est bien. Et on va dire, une féministe contemporaine dirait, la pauvre, elle va être violée par son futur mari, et on lui a bourré le crâne pour lui convaincre, la convaincre que... Or là, du point de vue du XVIIe siècle, c'est pas du tout ça. Ça veut dire effectivement qu'elle peut penser, qu'elle est formée, et c'est absolument parfait qu'elle ait de l'estime pour son futur mari. Et l'estime, c'est fort rare au XVIIe siècle pour les maris, les époux. Alors évidemment, on a évoqué tout à l'heure Hortense Mancini. Oui, elle n'avait pas d'estime pour son mari, mais Louis XIV n'en avait pas du tout pour sa femme non plus. Bien sûr, enfin, c'était extrêmement fréquent. Et le fait qu'elle conserve de l'estime, c'est-à-dire qu'elle donne de la valeur, c'est un signe de sa dignité morale et de sa conformité avec ce que doit être une jeune fille parfaite. Son jeune cœur trouvant cette occasion de s'attacher à quelque chose, il s'en fit en secret un agréable amusement et il s'engagea insensiblement dans une inclinaison qui donna plus de peine qu'elle ne croyait à sa vertu. Quel coquin ce Saint-Réal. Donc on a l'estime, mais ça ne suffit pas quand même dans le mariage, l'estime. Il faut bien qu'il y ait un peu d'inclinaison, de désir. Et donc effectivement, elle va deuxième temps après l'estime. Et donc on est dans une psychologie, vous voyez, donc elle est jeune, très jeune. Elle est formée donc physiquement, elle est capable d'atteindre à l'estime de son mari, mais l'estime ne suffit pas pour le mariage, elle devient maintenant un jeune cœur qui trouve cette occasion de s'attacher à quelque chose. Et oui, parce qu'effectivement, nous avons tous besoin, et là c'est les maximes de Pascal, de nous attacher à quelque chose. Peu importe, à une femme, à un homme, à un chien, à un chat, une maison, un parti politique, etc. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas vivre autrement que dans des attachements. Nous devrions nous attacher qu'à Dieu, c'est-à-dire à la question de notre salut. Mais on est incapable. Donc on va s'attacher à un jeu. Il y en a qui vont jouer au dé, il y en a qui vont aller à la chasse, enfin peu importe, vous savez, les pensées de Pascal. C'est terrible, mais voilà, un jeune cœur, on ne peut pas lui reprocher de s'attacher à ceci ou cela. Il ne devrait pas, nous ne devrions pas. Nous devrions être totalement sans attachement et simplement nous préoccuper de notre salut, et donc du rapport que nous avons à Dieu. Mais faiblesse de chacun d'entre nous, et donc de cette jeune femme aussi, nous nous attachons à quelque chose, bon ben c'est comme ça, elle fait partie de l'humanité, elle est comme tout le monde, voilà. Il s'en fit un secret, un agréable amusement, qu'elle s'engagea sensiblement dans une inclinaison. Et donc c'est les cristallisations qui vont plaire à Stendhal ensuite, un petit peu, on aime un petit peu, une inclinaison, tellement qu'elle donna plus de peine qu'elle le croyait à sa vertu. Donc elle a de la vertu, mais peut-être, alors là vous vous appelez comme vous voulez, elle commence à fantasmer un petit peu, la jeune fille, la jeune princesse, à se dire peut-être il pourrait... On ne sait pas. Mais le texte, c'est une litote, c'est-à-dire que si je fais une version BD porno, je vais raconter pas mal de choses, mais si je fais une version BD catho, si on veut, j'aurai beaucoup moins. Voilà. Mais le texte de Saint-Réal, il ne dit pratiquement rien, mais il laisse à penser d'une jeune fille très jeune, formée physiquement,
à une jeune fille qui est capable de sentiment moral, d'estime, un jeune cœur qui va si loin dans son inclinaison que sa vertu même est en danger. Et là, ce point-là, mettez ce que vous voulez, faites les dessins que vous voulez. Et donc, le texte nous suggère, vous voyez, comme chez Madame de Lafayette, quelques années plus tard, probablement ils se connaissaient certainement, même c'est sûr, c'était les mêmes cercles avec Madame de Sévigné. Et donc, ces gens-là écrivent de la même moderato cantabile, au minimum du minimum, mais une violence extraordinaire, une passion extrêmement forte. Et la passion d'Élisabeth, puisque c'est son prénom, va être extrêmement forte pour cet homme qu'elle n'a jamais vu, bien entendu. Hein, voilà. Donc, on est dans quelque chose de minimum dans l'écriture, maximum dans la pensée. Eh bien, le prince d'Espagne n'était pas moins content de sa destinée. Donc, l'une, l'autre. Le prince, donc, c'est Don Carlos. Comme tout ce qu'on lui disait de madame lui en donnait une idée fort aimable, il s'abandonna avec plaisir à tout ce que cette idée lui inspirait d'amoureux. Alors, lui, il passe pas par l'estime. Hein. Les femmes, bon, estiment leur mari, ça c'est pas mal. Mais lui, immédiatement, c'est d'un autre côté, c'est pas la même progression, c'est il s'abandonne complètement. Alors, ça renvoie au fait qu'on était plus ou moins convaincus que Don Carlos était un faible d'esprit. Il était probablement fort neurasthénique, on ne sait pas très bien, voilà. Je pense qu'il a fait quelques tentatives de suicide, enfin voilà, on ne sait pas trop ce dont l'opéra de Don Carlos d'ailleurs rend compte, hein, le personnage est véritablement tourmenté. Là c'est juste suggéré, mais pas sous le terme du tourment, c'est sous le terme de l'abandon. Il s'abandonne avec plaisir à tout ce que cette idée lui inspirait d'amoureux. Et vous voyez le changement. La femme est du côté de l'estime, éventuellement du risque pour sa vertu, et lui il est dans l'abandon à l'amoureux, immédiatement. Le portrait de la princesse acheva ce que la réputation de sa beauté avait commencé. Alors, dans tous les romans, Madame de Lafayette et bien d'autres, hein, le portrait est un élément central. Donc, évidemment, au XVIIe siècle, on n'a pas de téléphone portable où on s'envoie des images, des choses comme ça. Et donc, il y a les portraits. Donc, rares, difficiles, souvent un petit peu petits. Les portraits, quand on est amoureux d'une dame, on va la faire peindre. Si on n'a pas l'occasion de la rencontrer parce qu'on l'a épousée par des grandes familles, etc., on va faire circuler le portrait. On va se voler le portrait. Il y a constamment des histoires chez Marivaux et bien d'autres de portraits qu'on vole, qu'on dérobe, qu'on regarde, sur lesquels on fantasme, etc. Et donc, l'image est vraiment fascinante. Et donc là, il y a un portrait, évidemment. Alors, on faisait sans arrêt des portraits de princes ou de princesses, et on s'envoyait effectivement les portraits. Et donc, le portrait est à la fois une absence, puisque la femme qui est représentée n'est pas là. Ça peut être pareil pour l'homme, et aussi une présence. Donc, c'est l'un et l'autre à la fois. Et on connaît tout ça aussi, hein, même quand on va sur Skype, etc., qu'on voit apparaître, la personne, eh bien, elle est absente et elle est présente. Donc, c'est un excitant du désir, mais aussi un fantasme, mais aussi une disparition, c'est aussi un deuil. Enfin, c'est toutes ces thématiques-là que la photographie a encore incarné davantage. Et donc, acheva ce que la réputation de sa beauté avait commencé. On assura qu'il était fort ressemblant, et Don Carlos le crut aisément parce qu'il le souhaitait. Et on retrouve cette formulation remarquable de la psychologie XVIIe siècle, je ne crois que ce que je désire ou que ce que je redoute, véritablement. Et donc, bien sûr, du coup, il n'y a pas de vérité, hein, véritablement. On ne sait pas si le portrait est ressemblant ou pas, il le désire. On va retrouver ce thème développé chez Proust, hein, quand Swann va tomber amoureux d'Odette de Crécy, tous ses copains lui disent qu'elle est moche et qu'elle est bête, et d'ailleurs, il est plus ou moins convaincu, mais il désire qu'elle soit autre, et du coup, il va tomber amoureux, parce qu'il désire qu'elle ressemble à la Sephora de Botticelli, dont il a une gravure sur son bureau, et comme il le désire, il finit par la trouver belle, il tombe amoureux, donc il va tomber jaloux, malheureux, souffrir, etc. Mais l'objectivité de la chose n'y est pas. Simplement, il y a le désir que ce soit. Lorsqu'il considérait cette teinture, il n'y a pas de voix qui lui vient dans l'esprit pour faire savoir à madame ce qu'il pensait d'elle. Alors là, on est dans le début vraiment de la tragédie. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a qu'un désir maintenant, c'est de lui faire savoir. Mais il ne peut pas lui faire savoir parce qu'ils sont loin. Parce qu'ils sont dans deux familles royales, parce qu'il y a 2000 kilomètres, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de mail, il n'y a rien du tout. Et donc, effectivement, il ne lui vient dans l'esprit, voilà, il n'y a point de voix qui ne lui vient dans l'esprit pour faire savoir à madame ce qu'il pensait d'elle, mais il ne peut pas, il n'a même pas le téléphone. Il ne pouvait souffrir qu'elle ignorât la joie, que l'espérance de la posséder répandait dans son âme. Il ne pouvait le souffrir, mais il doit le souffrir. Et il souffre, il est obligé de le souffrir, puisqu'il n'y a pas moyen. Quelquefois, il avait honte de son bonheur et il aurait presque souhaité d'avoir le temps de gagner le cœur de cette princesse avant qu'elle fût obligée de le lui donner. Ah oui, c'est le rêve d'être Don Juan. Si je pouvais le courir après, la séduire, etc., bien sûr. Mais il est obligé de le lui donner. Mais il aimerait tellement pouvoir la conquérir. Il se fait le roman à l'intérieur de lui-même. Alors, vous voyez, on rentre dans une sorte de psychologie qui n'est pas du tout celle de la femme. La femme, elle passe par l'estime, et puis une sorte de désir, et puis ce désir, il met en danger sa vertu. Lui, potentiellement, il serait en train de courir comme Don Juan, de la séduire, etc. C'est très bien, mais il est fou parce qu'il ne peut rien faire.
il est complètement ligoté. Et donc, si vous avez vu les tableaux de Velázquez, Las Meninas ou autres, etc., vous voyez bien que les gamins, ils sont tous ligotés. Enfin, ils sont ligotés, ils sont pris, quoi. Voilà. Personne ne peut bouger. C'est ça la cour d'Espagne. On ne peut pas bouger, on est là, voilà, on ne peut rien faire. Mais comme c'était une chose impossible, la chose impossible, c'est un conte de La Fontaine, il lui semblait qu'il aurait été content s'il avait pu du moins lui faire savoir ses différentes pensées. Et oui, mais c'est une chose impossible, même ça, il n'aurait pas pu le faire savoir. Il ne peut pas lui téléphoner, il ne peut pas lui écrire. Donc, il tourne en rond dans son palais, quelque part du côté de l'Escorial. Il est amoureux d'une image, d'un portrait qu'il a vu, et de quelques nouvelles qu'on lui a dites, et il ne peut pas bouger. Alors ça peut durer un petit moment, bon voilà, d'accord, mais cependant, eh oui, les affaires changèrent de face par la rupture de la trêve. Tout a changé de face depuis que sur ses bords, les dieux ont amené la fille de Misdolphe. Tout a changé de face. Donc, les dés se retournent. D'un seul coup, c'est comme une partie. Là, clac, ça se retourne par la rupture de la trêve. Alors, ce n'est pas une rupture entre eux. Ils ne se fâchent pas. C'est la rupture de la trêve dont on a parlé au paragraphe précédent. Et on revient d'un seul coup, alors qu'on était rentré dans le loft, dans les cœurs, dans la psychologie, dans Marivaux, tout ce que vous voulez. On revient, politique internationale, TF1, Trump a attaqué, etc. Enfin, oui, ce furent les princes lorrains qui firent résoudre la guerre à la sollicitation de Paul IV. Donc les princes lorrains, c'est les deux cardinaux de Lorraine et de Guise, qui sont autour de Henri II, et qui passent leur temps à intriguer. Et Paul IV, c'est Paul IV Carafa, qui lui, il n'a rien contre le mariage de Don Carlos et de la jeune princesse, mais ce n'est pas son problème, hein, lui. Le but du pape, le pape n'est pas un saint. Le but du pape, il a un but, hein, voilà, il a un but. Alors quel est le but du pape? C'est pas d'évangéliser. Était qu'on fit une puissante diversion en Flandre pour le dégager du duc d'Albe, général d'une armée. Alors imaginez qu'avec le pape actuel, le but du pape était de chasser Poutine qui est aux environs de Rome. Vous voyez, un truc comme ça, voilà. Ça nous paraîtrait un peu bizarre, mais c'est ça la réalité au XVIe siècle. Hein, voilà. Le but du pape, c'est pas d'évangéliser le monde, c'est de balancer le duc d'Albe pour dégager Rome, parce qu'il est comme bloqué dans Rome depuis quelque temps. Et donc là, la solution, c'est de faire intervenir une armée française qui va effectivement casser un peu de l'espagnol du côté de Rome, et donc, hop, le duc d'Albe ira ailleurs. Mais si le duc d'Albe va ailleurs, qui est un très grand militaire, qui mourra encore 50 ans plus tard, qui mène les armées espagnoles avec beaucoup d'énergie, eh bien la chose réussit de ce côté-là. Et oui, comme on l'avait projeté, ouais, c'est bonne opération militaire, mais ça n'alla pas de même en Flandre, pas de chance, et oui, parce qu'il y a deux fronts, enfin il y en a trois en fait, parce qu'il y a aussi le front sud, vraiment, il y a le front espagnol, un peu, il y a le front italien, fondamental, et le front germano-flandre, hein, voilà. La guerre, parfois, ça marche d'un côté, ça marche pas de l'autre. La chose réussit de ce côté-là, comme on l'avait projeté, bon oui, mais il n'y a pas de commentaire, c'est pas que les généraux sont mauvais ou bons, c'est comme ça, mais il n'en alla pas de même en Flandre. La France y perdit 2 batailles, et donc c'est les batailles de Saint-Quentin et de Gravelines en 1557, et donc c'est des massacres de la Nouvelle française. Tellement un massacre que le général en chef de l'armée française, qui s'appelle Anne de Montmorency, qu'on va retrouver plus loin, est fait prisonnier par les armées espagnoles. C'est embêtant, vous voyez, c'est pire que ce qui arrive aux Iraniens. Le général en chef, là, il n'est pas bombardé, il est fait prisonnier. Oui, mais on est au XVIe siècle, ça ne se passe pas comme aujourd'hui. La France y perdit 2 batailles où presque tout ce qu'il y avait de braves gens dans le royaume fut pris ou tué et qui mirent les affaires en si mauvais état qu'on résolut d'acheter une paix à quelque prix que ce fût, et c'est la paix de Cateau-Cambrésis. Alors en réalité, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a 2 batailles gagnées ensuite par les Français, mais c'est des petites batailles, et on va commencer à négocier. Et vous voyez comment on négocie au XVIe siècle. Cette paix sous l'orage du duc de Savoie, général de l'armée d'Espagne, et du connétable de Montmorency sont prisonniers. Donc Anne de Montmorency, très grand général français de l'époque de Henri II et même de François Ier, donc est fait prisonnier par les armées de Philippe II. Très bien. Et donc il va se retrouver devant le général en chef des armées espagnoles à ce moment-là, qui lui est le duc de Savoie. Alors qu'est-ce que fout le duc de Savoie là-dedans? Puisque donc le duc de Savoie est à la tête des armées espagnoles. Hein. Oui, mais le duc de Savoie a perdu la Savoie. Parce que, effectivement, François Ier a conquis la Savoie. La Savoie et le Piémont. Hein, à ce moment-là, Turin est français. Et donc, la Savoie est première. Montmorency propose le duc de Savoie qui le tient prisonnier. Si on fait une paix maintenant, toi, mon vieux, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner la Savoie. Alors on dit, ouais, je gagne la Savoie. J'arrête de faire la guerre pour l'Espagne. Et donc, on signe le traité de Cateau-Cambrésis. Vous voyez, c'est du cynisme parfait. C'est le prisonnier battu, le prisonnier de Philippe II, c'est-à-dire Anne de Montmorency, qui propose la solution en achetant le général en face, en lui disant, tu peux gagner la Savoie, nous on t'aura la Savoie. Ils se sont pas battus en Savoie, nous on t'aura la Savoie, et hop, c'est fini. Donc, paix de Cateau-Cambrésis. Et à ce moment-là, effectivement, la France perd la Savoie et le Piémont.
Mais bon, le duc de Savoie est très content et ça va permettre ensuite que la Savoie va rester effectivement entre les mains du duc de Savoie et quand Saint-Réal plus tard viendra un petit peu s'amuser avec Hortense Mancini à Chambéry, ils sont en Savoie, sous les ducs de Savoie, c'est-à-dire pas en France. Ce qui obligera Louvois, quelques années plus tard, parce que Saint-Réal qui était malin avait obtenu une pension pour ses quelques écrits du roi de France, Louvois va dire mais non, non, c'est un étranger ce type. On coupe la pension aux étrangers. Vous voyez, ça rappelle un peu aujourd'hui, quoi. C'est des Savoyards, c'est pas des Français. Hein, voilà, bon, on va pas s'embêter. Et donc, vous voyez, à l'intérieur de tout ça, il y a la politique internationale extrêmement cynique. On ne se bat pas pour des valeurs, pour des grandes idées, pour la démocratie, même pas, on se bat pour les uns les autres. Et tout le monde est prêt à trahir tout le monde, à condition qu'on ait des avantages. Voilà le point, c'est un jeu. Le connétable fit considérer à ce prince, voilà, regarde, si douce Sidéris, regarde bien, qu'il ne trouverait jamais une si belle occasion de rentrer dans ses états. Et mon vieux, tu récupères tes états, on fait la paix, voilà. D'où François Ier avait chassé son père, et le duc fit en sorte, auprès de Philippe II, que le traité fut conclu, peu de temps après, qu'à Toc-en-Brésil. Alors on imagine le duc de Savoie aller voir Philippe II, et j'aimerais bien faire la paix, parce que tu comprends, ça serait bien la paix, enfin voilà, moi, je récupère la Savoie, voilà. Et donc, c'est dans une ambiance qui est machiavélienne. Les généraux travaillent chacun pour eux, hein, d'accord. Et les généraux, c'est pas l'armée du peuple, mais c'est pas non plus l'armée de la patrie. C'est pas la Révolution française où les soldats de Valmy, les soldats de l'an 2 sont des Français, etc., qui se battent pour la patrie. Là, c'est des types qui se battent pour le plus offrant. Et donc, ils calculent leurs propres intérêts. C'est terrible, la guerre comme ça peut continuer. Conclusion, on pourrait avoir une conclusion morale qui dirait c'est pas terrible la guerre, enfin c'est vraiment des salauds, ils trahissent le peuple. Non, non, pas de commentaire là-dessus. Aucun commentaire là-dessus. On est au XVIIe siècle, comme à la fin de Phèdre, tout le monde est mort, il n'y a pas de commentaire pour dire il y a des bons et des mauvais, hein. Thésée est un peu un salaud, n'importe. Non. Silence, ils sont morts, tout le monde est mort. Il est aisé de juger. Et on passe à tout à fait autre chose. Il est aisé on se met sur le fauteuil, il est aisé, ça va, ouais, très bien, de juger, exercice du jugement. Il est aisé de juger quelle fut la douleur de Don Carlos. Alors les Savoyards, tout ça, non, on s'en fout, hein. C'est pas le problème. Quelle fut la douleur de Don Carlos quand on rompit la trêve et quelle fut sa joie quand on reprit la négociation de la paix. Et donc, effectivement, ce qui est vu en grand, la Savoie, l'Espagne, la France, etc., maintenant, on le voit par tout petit. Alors, vous avez un passage dans Kundera, je crois que c'est dans le livre du Rire et de l'oubli, si je me souviens bien. Il y a Kundera, Milan, qui sort de Prague, et c'est le coup de Prague, en 1968. Alors, lui, c'est un jeune intellectuel, il pense qu'à ça, le coup de Prague, la Russie, la Prague, la liberté, etc., etc. Et donc, pour lui, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. Et puis, il va se balader chez sa grand-mère ou sa grand-tante, par là, dans la campagne. Et sa grand-mère ou sa grand-tante lui parle d'un seul truc, c'est le printemps de Prague, c'est les poires. Les poires sont en train de se former. Et lui, ce qu'il comprend à ce moment-là, c'est qu'il y a deux manières de voir l'histoire. Soit on peut la voir du point de vue de Prague, de la guerre, de l'histoire générale, valide. Soit on peut la voir, rire, du point de vue de la poire. Et donc les deux sont possibles, bien sûr. Et là, les deux sont possibles. On peut la voir du point de vue de la Savoie, l'Espagne, ou du point de vue du cœur des deux petits amants. Cependant, cette paix qui flattait si doucement ses espérances fut ce qui lui régna pour toujours. Et donc la paix, c'est bien, mais c'est la catastrophe absolue pour l'amour. Ah, et donc, c'est pas faites l'amour, faites la guerre. Non, c'est faites la guerre si ça peut continuer à faire l'amour. Enfin, voyez, c'est les logiques, disons, sympathiques qu'on peut avoir sont brisées par l'histoire elle-même. Et donc, de quel usage on peut avoir de l'histoire? Ben, voilà, à nous de voir. On arrête là, et donc on se verra dans un mois à peu près, autour de Dubélé avec Éric Crebézy, et le cadavre du Dubélé sera là. Vous venez d'écouter à l'instant un classique au détail autour de l'œuvre de Saint-Réal, Don Carlos, proposé et animé par Yves Le Pestipon, enregistré lundi 2 mars 2026 à la librairie Ombre Blanche, réalisé et mis en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
presso a finir